Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Je pense qu'avec le temps, vous commencez à me connaître un petit peu. Vous ne serez donc pas surpris que je vous revienne aujourd'hui avec une nouvelle affaire de secte. La SPA, est-ce que vous connaissez ? Et non, je ne vous parle pas de la Société protectrice des animaux, mais bien de la Santeniketan Park Association. Ça y est, je vous ai perdu. Alors ne vous en faites pas, on va rentrer plus en détail dans cette affaire très rapidement. Mais avant cela, je tiens à vous préciser que notre affaire du jour contient des détails qui peuvent être perturbants pour certaines personnes, notamment de la violence mentale et physique, de la torture sur des enfants et on va parler de drogue aussi. Donc si ce sont des choses qui peuvent vous mettre mal à l'aise, peut-être passez votre chemin sur cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Evelyn Grace Victoria Edwards voit le jour le 30 décembre 1921 à Sale, en Australie. Très peu de choses sont connues sur l'enfance d'Evelyn, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'elle n'a pas vécu une jeunesse toute rose. On va pas se mentir, c'est le cas d'environ 99% des affaires que l'on traite sur cette chaîne. Elle est la première d'une famille nombreuse de 7 enfants qui malheureusement vivront dans la pauvreté la plus totale. Son père se prénommait Ralph et sa mère Florence. Ralph était 100% australien, tandis que Florence était elle anglaise. La petite famille vivait donc tous ensemble sous le même toit à Sale, du moins jusqu'en 1925, alors qu'Evelyn n'était âgée que de 3 ans, lorsque son père Ralph décida de mettre les voiles et d'abandonner sa famille. Florence souffrait déjà à ce moment-là de légers troubles mentaux, mais autant vous dire que l'abandon de son mari n'a clairement pas aidé à la situation, bien au contraire. Elle travaillait à ce moment-là en tant que médium et prétendait être capable de communiquer avec les morts. Ce à quoi les 3/4 de la ville croyaient aveuglement, il faisait même très régulièrement appel au service de Florence. Du moins jusqu'à un fameux jour où Florence fut aperçue en train de mettre feu à ses cheveux en plein milieu de la route. Elle fut suite à cela examinée par des professionnels et fut déclarée comme souffrant de schizophrénie à un stade très avancé. Evelyn était alors âgée de 20 ans et souffrait terriblement de voir sa mère dans un tel état. La pauvre Florence se faisait transférer d'un établissement à l'autre sans arrêt et son état mental ne faisait qu'empirer au fil des jours. Florence finit malheureusement par perdre la vie en 1941, suite à quoi Evelyn décida de changer de nom pour celui de Anne Hamilton. Il n'a pas été dit clairement pour quelle raison elle a fait ce choix de changer de nom, mais beaucoup spéculent sur le fait qu'elle aurait tellement souffert à la perte de ses parents qu'elle aurait décidé de juste renaître avec une toute nouvelle identité. Elle était à ce moment-là une jeune femme absolument magnifique. Elle avait de longs cheveux blonds, toujours coiffés à la perfection, avec de belles boucles naturelles. Ceux qui la connaissent de l'époque d'ailleurs la décrivent comme quelqu'un d'hypnotisant. Ses cheveux reflétaient tellement la lumière qu'ils brillaient presque, et ses yeux étaient tellement bleus qu'ils lui donnaient un regard profond et intense, presque comme si elle était capable de lire au travers de vous d'un simple regard. Elle était une femme accro au luxe et ne jurait que par ses vêtements de designer, ses bijoux extrêmement rares et surtout son parfum Chanel qui était à l'époque très cher et qui doit toujours l'être aujourd'hui d'ailleurs. Vous êtes très certainement en train de vous demander comment une jeune orpheline issue d'une famille pauvre était capable de se payer tout ça. Eh bien sachez qu'entre-temps, notre très chère Anne a fait la rencontre d'un homme très fortuné nommé Lionel Harris et aux côtés de qui elle s'épanouissait. Le couple se maria très rapidement et donnèrent naissance à leur fille Judith Harris. Ils entreprirent ensuite des démarches pour adopter un enfant. Mais malheureusement, à l'aube de signer les papiers d'adoption, Lionel Harris perdit la vie dans un tragique accident de voiture, emportant avec lui les rêves de famille parfaite et nombreuse d'Anne. Elle était, comme vous pouvez très bien l'imaginer, totalement dévastée par cette nouvelle et elle essayait tant bien que mal d'occuper son esprit pour penser à autre chose. C'est alors qu'on lui parla du yoga, absolument parfait pour la détendre, calmer ses angoisses et lui permettre de penser à autre chose.
Et autant vous dire que ceci fut une révélation pour Anne. Elle n'avait à aucun moment eu le moindre attrait pour cette discipline, et pourtant, dès la première pratique, c'était comme si elle avait fait ça toute sa vie. Elle déclara même se sentir en paix avec elle-même et avoir trouvé une paisibilité spirituelle absolument incroyable. C'est alors que lui vint l'idée d'en faire son métier en enseignant le yoga. Après tout, elle avait trouvé tellement de paix au travers de cette discipline qu'elle voulait être capable de le partager avec le plus de personnes possible. Et autant vous dire que cette décision plut énormément aux femmes de sa région. Plus spécialement d'ailleurs à des femmes venant de milieux très aisés, notamment des travailleuses du domaine de la santé. En 1960 donc, elle entame sa carrière de professeure dans des cours mêlant le yoga et la spiritualité, dans le but d'apaiser et de venir en aide à des femmes d'âge moyen ayant vécu des événements difficiles comme la perte d'un mari, d'un enfant ou des problèmes conjugaux tels que des infidélités. Et autant vous dire que ça marchait très bien pour elle. Ces cours avaient un certain succès et de bouche à oreille, Anne était devenue une figure d'exemple extrêmement respectée et même presque vénérée par certaines de ces femmes. Jusque-là, on pourrait se dire que ce qu'elle a accompli après avoir vécu une telle tragédie est absolument incroyable. Et nous-mêmes, on aurait envie de la respecter et de la féliciter pour ça. Mais attendez, c'est là que l'histoire prend un tournant un peu plus sombre. Comme je vous l'ai dit précédemment, de par sa beauté et sa façon de s'exprimer, Anne avait un certain pouvoir de persuasion sur les autres et était capable de faire presque n'importe quoi à n'importe qui. C'est alors que sa peur de l'abandon et de finir sa vie seule prit le dessus sur elle. Elle commença à isoler de plus en plus les femmes venant à ses cours, les incitant à quitter leur mari, abandonner leurs enfants, tout lâcher et ne faire confiance qu'à Anne pour le reste. Mais ce n'est pas tout, elle avait une autre idée bien plus malveillante derrière la tête, et pour ce faire, elle avait besoin d'alliés ayant du pouvoir, et elle comptait bien les trouver. C'est en 1962 qu'elle jeta son dévolu sur le célèbre physicien, le docteur Raynor Johnson. Après de nombreuses tentatives pour essayer de le contacter, elle reçut enfin une réponse positive de sa part lui indiquant qu'il était prêt à travailler à ses côtés. Il avait confiance en elle et en son business. Il décida donc de la supporter en lui ouvrant les portes à une clientèle d'élite. Mais elle avait besoin de bien plus que de son support. Ce qu'elle souhaitait réellement, c'est qu'il la place sur un piédestal et fasse d'elle une personne assez influente pour que les gens boivent ses paroles et la suivent aveuglement. Elle concocte alors un petit plan très diabolique et décide de se faire passer pour une médium à ses yeux. Elle passait alors très régulièrement la nuit chez les ouvriers de Johnson, tels que son jardinier ou son homme à tout faire, en échange d'informations sur la vie personnelle du docteur. C'est ainsi qu'un jour, après avoir soutiré des informations au jardinier de Johnson, elle frappa à la porte du docteur et lui affirma avoir eu une vision la nuit précédente. Dans cette vision, elle le voyait quitter le pays pour se rendre en Inde et affirma que durant son voyage, sa femme tomberait gravement malade et qu'il aurait à rentrer d'urgence pour cela. Le docteur décida d'ignorer cet avertissement, mais malheureusement pour lui, tout ceci s'avéra se réaliser. Alors pour ce qui est du voyage, le jardinier avait bien évidemment passé le mot la veille à Anne, mais par contre pour ce qui est de sa femme qui tomba malade, personne ne sait ce qui s'était réellement passé. Est-ce que Anne avait réellement des pouvoirs ou est-ce qu'elle l'avait peut-être empoisonné? Dieu seul le sait. Autant vous dire qu'à ce moment-là, le docteur Johnson était absolument convaincu qu'Anne avait des pouvoirs divins. Elle commença alors à faire des miracles en soignant par la pensée des gens qui souffraient de différents maux. Et un jour où elle soigna miraculeusement une femme victime d'un accident de voiture qui ne voyait plus que d'un seul œil depuis cela, il fut absolument ébahi et affirma même que Anne devait être la réincarnation de Jésus. Et petit à petit, de plus en plus de personnes influentes dans la société se passaient le mot et rejoignaient le mouvement de Anne. Pour vous donner une idée, au début des années 60, ce n'est pas moins de 200 à 300 personnes qui se joignirent aux séances de yoga psychique et buvaient absolument toutes les paroles de leur prêtresse. C'est à peu près à ce moment-là que le discours d'Anne prit un tournant un peu différent. Elle commençait de plus en plus à parler de signes de l'au-delà qu'elle recevrait lui indiquant que la fin du monde était proche et que seuls ceux qui lui obéiraient survivraient à cela et seraient les responsables de la rééducation des humains ayant survécu.
Vous avez remarqué quand même à quel point les discours dans les sectes sont toujours exactement les mêmes. C'est toujours un leader qui se prend pour Dieu ou qui communique avec Dieu, qui a des signes de l'au-delà, qui voit qu'il va y avoir une fin du monde ou des aliens qui vont envahir la Terre. C'est toujours le même schéma. C'est incroyable. Bref, on est maintenant en 1965 et Anne vient de faire la rencontre de Michael Riley, un homme dont elle tombera éperdument amoureuse, qu'elle mariera la même année et dont elle divorcera l'année suivante. Ouais, c'était du rapide. On fait alors un bond dans le temps de 3 ans, direction 1968. Cette année-là, ce ne sera pas moins de 500 personnes qui auront rejoint le mouvement de Anne et qui diront amen au moindre mot sortant de la bouche de leur leader. Elle décide alors que son mouvement mérite un nom et décide de l'appeler La Famille. Tout simplement parce que toutes les personnes qui l'ont rejoint viennent de tous horizons et sont ce qui ressemble de plus proche à une famille pour elle. Et comme je l'ai dit précédemment, une majorité des personnes faisant partie de la secte étaient des gens très influents, ce qui permettait à Anne de protéger son mouvement. Certains d'entre eux étaient des juges qui défendaient becs et ongles tous les détracteurs de la famille. D'autres encore étaient des médecins ou des infirmiers donnant accès à Anne à des personnes âgées ou des personnes faibles qu'elle n'avait absolument aucun problème à manipuler pour leur faire céder toute leur fortune à la secte, et j'en passe. L'un de ses fidèles n'était d'ailleurs autre que le docteur Howard Whittaker, un très grand médecin travaillant dans un hôpital psychiatrique et étant reconnu pour traiter ses patients avec du LSD. Vous allez rire de moi, mais je suis allée googler le nom de Howard Whittaker parce que j'étais persuadée que c'était le nom d'un des personnages de Big Bang Theory et je voulais rajouter ce petit fun fact à mon histoire. Mais en fait, rien à voir du tout, je suis déçue. On retourne à l'histoire. Donc comme je vous le disais, Howard était un membre très actif de la secte et Anne joua de cela pour récupérer des ordonnances de LSD par ses soins. Et elle avait déjà une idée bien précise en tête de la manière dont elle allait utiliser cette drogue. Tous les nouveaux membres se voyaient installés dans une salle où ils se faisaient injecter la drogue par les soins de Anne. Elle disparaissait ensuite et réapparaissait vêtue d'une longue robe blanche ainsi que d'un anneau de lumière au-dessus de la tête, faisant ainsi croire à sa victime, car oui, on peut clairement le dire, il s'agissait bien là de victime, qu'il venait d'assister à une apparition de Jésus. Ça va loin quand même, hein ? Pour le moment, on parle là d'une secte menée par une femme avec des idéologies plutôt loufoques. Mais croyez-moi, il y avait un but bien précis à la création de la famille. Quand je vous disais que Anne avait extrêmement souffert de la perte de son mari, je ne rigolais pas. Ce que Anne voulait plus que tout au monde et avait rêvé d'avoir depuis son enfance se trouvait être une famille nombreuse. Une famille remplie d'enfants, chose que jusque-là, elle n'avait pas réussi à avoir. Elle était à ce moment-là prête à tout pour l'obtenir. À ce moment-là, les membres étaient constitués d'environ 70% de personnel médical. Et ces personnes avaient une confiance aveugle en Anne et ne lui refusaient rien, même lorsque cette dernière leur demanda de voler des enfants pour elle. Le premier enfant qui fut volé était une petite fille nommée Sarah Moore. Lorsque sa mère, une adolescente de 16 ans, lui donna naissance à l'hôpital, le médecin qui s'occupait de l'accouchement, une fois l'accouchement terminé, plaça un coussin sur la tête de la mère et appuya de toutes ses forces jusqu'à ce que cette dernière perde connaissance. Puis des tranquillisants lui furent injectés et le bébé fut emmené directement à Anne. Le fameux médecin responsable de tout cela et qui était en charge de l'accouchement n'était autre que la fille du docteur Raynor Johnson. Vous vous souvenez, ce fameux médecin qui a aidé Anne dans la création de sa secte. Ça ne sera qu'à l'adolescence que Sarah apprendra la vérité sur ce qui lui était arrivé et découvrira qu'elle n'était pas la fille biologique de Anne. Et malheureusement, elle ne fut pas la seule victime, bien au contraire. Les avocats qui faisaient partie de la secte aidaient Anne à recevoir de faux documents prouvant qu'elle avait bien légalement adopté ses enfants. Les médecins continuaient, eux, de voler des enfants à l'hôpital et certaines mères faisaient même don de leurs propres enfants en échange de miracles de la part de Anne. Elle est même allée jusqu'à demander à certains médecins d'empoisonner des mères de très jeunes enfants volontairement, suite à quoi elle se rendait elle-même à leur domicile et leur proposait ce service en proposant de les soigner miraculeusement en échange de leur enfant. Certaines d'entre elles, par dépit, n'eurent d'autre choix que d'accepter. Suite à quoi Anne demandait tout simplement au médecin d'arrêter d'empoisonner la mère de famille et repartait tranquillement avec ses enfants.
Au début des années 70, Anne avait récupéré 7 enfants de cette manière, et tous les enfants étaient persuadés qu'elle était leur mère biologique. Elle décide alors de déménager avec sa petite famille au lac Eildon, se trouvant dans l'état de Victoria. Et bien sûr, la plupart des membres de la secte décidèrent eux-mêmes de déménager à lac Eildon ou dans ses environs pour être proches de leur leaduse le jour où la fin du monde arriverait. Tous habitaient donc autour de ce lac immense et Anne fit même construire un monument nommé Santiniketan Lodge dans la ville de Ferny Creek, non loin de Melbourne. Il s'agissait d'une espèce de petite maison en briques rouges qui était utilisée par la secte pour se réunir et pratiquer leurs rituels 1 à 2 fois par semaine. Durant l'un de ces rituels, elle expliqua d'ailleurs aux membres que les enfants qu'elle avait sauvés se trouvaient être les sauveteurs de l'Apocalypse et qu'ils se devaient d'être proches d'elle lorsque ce moment arriverait pour sauver l'humanité. Que du blabla. Bien sûr, les membres de la secte ne doutèrent à aucun moment de la véracité des propos de leur gourou. Ils se mirent donc à idolâtrer et vénérer les enfants comme s'ils étaient de véritables dieux. Elle vendait les mérites de la famille en publiant dans les journaux des photos de ses enfants, tous habillés de la même façon et les cheveux décolorés blancs. Elle voulait donner une image absolument parfaite de sa secte, montrer que si vous en faisiez partie, votre vie serait idyllique et que vous n'aurez absolument plus de soucis à vous faire pour quoi que ce soit. Et le pire, c'est que ça fonctionnait. De plus en plus d'adeptes venaient frapper à la porte de Anne. Elle continua de cette manière durant de nombreuses années et enleva même 7 enfants supplémentaires, se retrouvant donc mère de 14 enfants. Il paraîtrait même qu'à la fin, il y avait un total de 28 enfants qui vivaient à ses côtés. Cependant, la vie de mère de famille la fatigua très rapidement. Elle se rendit compte de la tâche que c'était que d'élever 14 enfants et préféra les laisser sous la surveillance de 3 femmes qui se trouvaient être des membres de la secte, bien évidemment. Et autant vous dire que les enfants ne les portaient pas dans leur cœur. Ces 3 femmes les élevaient à la stricte et leur menaient la vie dure. Les enfants devaient se lever à 5h30 tous les matins, ranger leur chambre, faire leur lit, s'ensuivaient des séances de méditation et de prière, puis d'une journée complète d'école à la maison. Et lorsqu'ils faisaient la moindre erreur ou la moindre bêtise, ils étaient punis et battus durant de nombreuses heures. Pour vous donner un exemple, l'un des membres de la secte qui donnait des cours d'art plastique aux enfants se rendit un jour compte de la disparition de l'un de ses pinceaux. Il en parla aux 3 femmes qui décidèrent que, au lieu d'en parler aux enfants pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, ou si l'un d'entre eux était le responsable de cette disparition, il serait bien mieux de tous les punir en leur plongeant de force la tête dans un seau rempli d'eau et de les laisser agoniser durant de longues minutes ainsi, se débattant et hurlant. Anne prenait apparemment un immense plaisir à admirer ces tortures et demandait même à ce qu'on l'appelle lorsque ces dernières avaient lieu pour ne pas en manquer une seule miette. Tous les dimanches avaient lieu des cérémonies durant lesquelles tous les membres se faisaient injecter du LSD et c'est en 1974 que Anne décida que ses enfants devaient à leur tour se faire injecter de la drogue. Elle commença par sa fille Léane. Lorsque cette dernière fêta ses 14 ans, elle se vit enfermée dans une pièce sombre sans la moindre fenêtre où elle se faisait injecter toutes sortes de drogues du matin au soir. Cette dernière hurla tellement durant de nombreuses heures que les voisins de Anne décidèrent d'appeler la police pour les informer de ce qu'il se passait. Lorsque les policiers arrivèrent chez Anne, cette dernière, qui était toujours aussi bonne pour amadouer les gens, les reçut de la meilleure des façons possibles et fut même capable de détourner leur attention de la raison pour laquelle ils étaient venus en premier lieu. Elle leur servit du thé, des petits biscuits maison et leur présenta même ses enfants, qui avait d'ailleurs pour règle de se comporter de manière exemplaire devant toute personne venue de l'extérieur, sans quoi ils recevraient une punition laissant des traces sur leur corps. Les policiers passèrent donc un petit moment en compagnie de Anne et quittèrent les lieux sans même se préoccuper plus que cela de la raison première pour laquelle ils étaient venus sur place. Il faut savoir que Anne avait déjà fait de nombreux speeches à ses enfants concernant la police, leur faisant croire qu'ils étaient des gens malveillants qui venaient pour enlever les enfants, les torturer et les violer. Ce sont des enfants qui ont toujours vécu en captivité et ne connaissent absolument rien du monde en dehors de la secte. Ils n'avaient même très probablement pas accès aux journaux ou à la télévision, ils n'avaient donc aucun moyen de savoir si ce que leur mère disait était la réalité ou non. Donc en plus d'abuser physiquement de ses enfants, elle abusait d'eux mentalement aussi.
Elle leur faisait tous très bien comprendre qu'ils n'avaient pas le droit de dépasser un certain poids. Ils se faisaient même peser une fois par semaine, et si ces derniers allaient au-dessus du poids qui leur avait été donné par Anne, ils étaient alors privés de nourriture durant plusieurs jours, voire semaines. Ils étaient tellement terrifiés à l'idée que cela arrive que la plupart d'entre eux se faisaient même vomir avant ces pesées. Les filles d'Anne se faisaient même dire à plusieurs reprises que les changements de leur corps à l'adolescence n'avaient rien de normal et étaient même absolument dégoûtants, leur donnant ainsi des complexes et leur dégoûtant de leur propre apparence physique. Les filles de Anne avaient pour ordre de rester le plus mince possible et étaient nourries le strict minimum. Une fois d'ailleurs, Sarah fut surprise dans la chambre de l'une des membres de la secte en train de se faire une tartine de végémite. Alors le végémite, c'est un petit peu le Nutella de l'Australie. Sauf que ça n'a rien à voir avec du Nutella. Rien. Rien du tout. C'est salé, c'est assez odorant, et le goût... Comment vous dire? Il n'y a qu'une personne qui l'a goûté qui peut le savoir. Enfin bref, revenons à l'histoire. Elle se faisait donc une tartine de végémite, et lorsque Anne l'a surpris, autant vous dire qu'elle était absolument hors de contrôle, elle s'acharna sur sa fille en la battant durant de nombreuses heures. Mais Sarah avait un très fort caractère et n'était absolument pas le genre de personne à se laisser marcher dessus, bien au contraire. Elle décida donc un soir de se faufiler dans la maison de l'un de ses voisins et d'y voler toute la nourriture qu'elle put trouver. Elle cacha ensuite le tout dans les bois entourant sa maison et y emmenait très régulièrement ses frères et sœurs pour qu'ils puissent manger en cachette. Les années passaient et le comportement d'Anne devenait de pire en pire. Pourtant, en 1978, elle fit la rencontre d'un officier de la Royal Air Force nommé William Bill Byrne, un homme extrêmement riche et puissant dont elle tomba follement amoureuse. Les deux se marièrent très rapidement et Anne se retrouva donc elle-même à la tête de la fortune colossale de son mari. Elle avait maintenant accès à tout cet argent et à des propriétés à travers le monde entier. Elle se dit alors qu'il était temps pour elle d'arrêter de mentir et de se faire passer pour Dieu, car elle avait finalement accompli tout ce qu'elle voulait accomplir dans sa vie, et elle n'avait plus de temps à perdre avec tout cela. Elle se délaissa alors de ses enfants, car son intérêt était totalement porté vers sa nouvelle fortune, et ses enfants, qui étaient maintenant devenus adolescents, rencontrèrent pour la toute première fois des gens de l'extérieur de la secte. Sarah et Léane découvrirent alors ce que c'était que la vie d'une adolescente normale. Elles commencèrent à sortir avec des amis, à aller faire du shopping, aller au cinéma, au restaurant et j'en passe. Elles s'étaient d'ailleurs faites 2 très bonnes copines avec lesquelles elles passaient la majeure partie de leur temps et auprès desquelles elles s'étaient déjà plaintes à plusieurs reprises du comportement abusif de leur mère. Sarah et Léane décidèrent alors d'inviter leurs nouvelles amies chez elles sans la permission de leur mère. Il faut savoir que personne en dehors de la secte n'avait jamais mis les pieds chez Anne sans sa permission. Et autant vous dire que lorsque Anne apprit cela, elle entra dans une rage folle. Elle mit Sarah à la porte en lui hurlant dessus qu'elle pouvait bien aller mourir dehors, elle n'en avait plus rien à faire, elle ne faisait plus partie de sa famille et ne voulait plus jamais la revoir. Sarah n'avait absolument aucun endroit où aller et décida de se réfugier chez ses 2 amies. Et après leur avoir raconté tout ce qu'elle avait vécu durant son enfance et toutes les atrocités commises par sa mère, les 2 amies décidèrent d'emmener Sarah à la station de police pour qu'elle fasse une déposition contre sa mère. Le 14 août 1987, la police se rendit au domicile de Anne pour y faire une fouille complète des lieux. Ils y découvrirent une quantité astronomique de drogue illégale. Anne fut alors arrêtée pour cela, mais tout aussi vite relâchée, grâce ou à cause des personnes très influentes qui l'entouraient. Cependant, l'enquête sur la famille n'était pas terminée du tout. Bien au contraire, les policiers continuaient assidûment de rassembler chaque petit détail qui pouvait aller à l'encontre de Anne et des membres du groupe. En 1988, Howard Whittaker, vous savez le gars de Big Bang Theory, se vit relever de ses fonctions, de même que Raynor Johnson et d'autres professionnels ayant participé de près ou de loin à cette affaire. Bien sûr, la garde des enfants fut enlevée à Anne et ces derniers furent placés dans des familles d'accueil. Ils souffraient tous de malnutrition très intense. Pour vous donner une idée, la plus jeune qui était âgée de 12 ans pesait 30 kg pour 1,20 m. Ce sont les mesures d'un enfant de 5 ans. Anne s'enfuit alors aux États-Unis, mais fut rapatriée des États-Unis en Australie en 1993.
3 femmes responsables d'avoir élevé à la dure et d'avoir battu durant de nombreuses années les enfants furent arrêtées et firent face à la justice pour leurs actes, mais furent très malheureusement relâchées directement suite à cela. Les charges contre Anne furent elles aussi abandonnées, cependant cette dernière plaida coupable pour avoir fait de fausses déclarations et de faux papiers pour avoir ses enfants et eut à payer 5 000 $ de frais pour cela. C'est tout. Voici la seule et unique sentence que reçut Anne Hamilton Byrne. 5 000 $ d'amende pour avoir enlevé, battu et traumatisé à vie 14 enfants. Croyez-moi, ce verdict fit parler de lui. C'est une foule de personnes en colère qui se rebella contre le système pour essayer d'avoir justice pour les enfants. Mais malgré cela, l'affaire n'ira jamais plus loin et Anne Hamilton Byrne put continuer de vivre sa vie en toute tranquillité. En 2001, elle se vit placée dans un établissement pour personnes âgées de Victoria car elle commençait à montrer des signes de démence. En 2007, les écrivains Chris Johnston et Rosie Jones rendirent visite à Anne au sein de l'établissement où elle se trouvait pour l'interroger pour les besoins de leur livre nommé La Famille qui sortit l'année qui suivit. Ce documentaire remit l'affaire dans la lumière et c'est une vague de personnes en colère qui s'indigna de la décision de la justice pour avoir laissé Anne vivre en toute tranquillité après les actes qu'elle avait commis. Et c'est le 13 juin 2019 qu'Anne Hamilton Byrne perdit la vie dans le département de soins palliatifs de l'établissement où elle se trouvait à l'âge de 97 ans. Les 14 victimes d'Anne auraient toutes souffert de traumas très importants suite aux événements vécus dans leur enfance. Et seule Sarah, maintenant devenue médecin pour des enfants en Inde, prit la décision de rencontrer Anne en 2019 pour avoir une explication avec elle, explication durant laquelle elle lui expliqua ne plus lui en vouloir, être passée à autre chose et ne tenir aucune rancœur envers elle. Voilà donc pour l'histoire de La Famille, cette secte australienne qui a énormément fait parler d'elle il y a quelques décennies de cela. Merci à tous d'avoir été présents comme toujours. N'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire car j'ai très hâte de discuter de cette affaire avec vous. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!